moderator has not yet joined the conference. If you are the Fait que, là, ça fonctionne. Fait que ça, comme... J'aurais plus besoin de mes feuilles, là, ça... C'est up to you. Alors, bonjour tout le monde. Oui, c'est fort. Non. OK. Bonjour, bonjour, testing, prise 2. On va espérer que ça va bien en ligne. Alors, pour ceux et celles qui n'étaient pas physiquement à Québec, on va juste reprendre des petits problèmes techniques. Alors, bonjour, je me présente. Je m'appelle Mathieu Bergeron, directeur de la planification et des opérations au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce deuxième colloque de la 34e saison des colloques du Service canadien des forêts et du CFL. La conférence d'aujourd'hui va porter sur la station Wapishka, partenaire de recherche au cœur du Nistasinan, qui est diffusée à différents intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. Bonjour à tout le monde. Sans plus tarder, c'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Guillaume Proulx, conseiller et agent de développement de recherche de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka, diplômé de la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional ici à l'Université Laval, bachelier en administration des affaires, carrière internationale à l'Université du Québec à Montréal et technicien en gestion touristique de l'Institut touriste et d'hôtellerie du Québec. Guillaume s'est impliqué en recherche en milieu autochtone et nordique à travers le Québec. Très engagé également, il a travaillé au sein de groupes de recherche Habiter Nord québécois et de la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone de l'Université Laval. Et parallèlement, avec l'Institut national de santé publique du Québec dans des travaux de terrain par rapport à l'enquête sur la santé des Inuits au Nunavik. Guillaume se spécialise en aménagement du territoire, en gestion des aires protégées, en tourisme ainsi qu'en recherche nordique et autochtone. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Guillaume, puis je vous souhaite à tous un bon colloque. Donc, merci beaucoup. Je pense que les gens dans la salle savent bien maintenant mon parcours académique. Merci premièrement là, pour l'invitation au colloque aujourd'hui. C'est avec plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui la station Wapishka. Station Wapishka.
qui ressemble à ça. C'est une très jeune station de recherche, en fait. Puis comme mon nom, mon titre l'indique, je suis agent de conseiller et agent de développement de la recherche, parce qu'on est dans une phase de développement de la recherche à la station Wapishka, qui avec ces nouvelles infrastructures là est ouverte depuis 1 an. Ces anciennes infrastructures avaient été ouvertes là, en 2016. Donc, avant tout, la station Wapishka, c'est un partenariat. C'est un partenariat entre 2 organisations de la Manicouagan, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka et le Conseil des Inuits de Pessamit. Cette station-là est située dans une des plus grandes réserves de biosphère, qui est une désignation de l'UNESCO, qui couvre là, près de 54 000 km². Mais la réserve de biosphère, c'est avant tout une organisation qui a à cœur là, des activités de développement durable, de recherche et de conservation sur le territoire. Donc, pour présenter un petit peu, dans un premier temps, la réserve de biosphère. Son mandat découle du programme Men and the Biosphere de l'UNESCO qui regroupe là, près de 700 sites à travers le monde dans 124 pays pour justement des objectifs avec son mandat statutaire de conservation de la biodiversité, de développement durable et de soutien logistique à la recherche. Donc, ici, on voit une petite répartition là, des différents sites à travers le monde. Également, les réserves de biosphère sont des sites qui peuvent servir à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies, mais qui est aussi une possibilité de pouvoir mettre en application les différents accords internationaux au niveau climatique, comme les objectifs de Aichi, par exemple. Également, la station, avec notre partenaire, là, le Conseil des Inuits de Pessamit, c'est une base stratégique au cœur du Nitassinan. Un Nitassinan qui est un territoire là, assez imposant, qui part, disons, du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la limite là, nordique, près du Nunavik. La station Wapishka, en fait, c'est une station de base de recherche pour les Inuits en plein cœur de leur territoire ancestral. Également, c'est l'occasion, avec cette base stratégique-là, de pouvoir mettre en application là, les différents éléments, vision de la forêt des Inuits de Pessamit, au niveau que ce soit social, environnemental et économique. C'est une possibilité pour les Inuits de Pessamit là, de mettre aussi en pratique leur vision de la forêt et des pratiques inuitun. Mais de façon plus globale, la station Wapishka, c'est aussi une réponse à un besoin pour la Côte-Nord. La Côte-Nord est une région qui est dépourvue là, d'universités. C'est un territoire qui est dépourvu d'universités, dépourvu de stations de recherche. Puis c'est face à ce constat-là que le milieu s'est mobilisé pour développer une station de recherche. Je ne sais pas pourquoi le diapo se roule tout seul, mais bon. Bref, problème technique, j'imagine. Donc, c'est également aussi d'un constat, de ce constat-là qu'il n'y a pas d'université dans la région, sur la Côte-Nord, que est venue l'idée d'avoir une station de recherche. Il y avait peu d'étudiants, de doctorants, des gens de la maîtrise qui venaient faire leur étude supérieure sur la Côte-Nord. Puis avant la création là, de la station, on a fait une recension exhaustive des publications gouvernementales et scientifiques sur la Manicouagan. Puis on voyait que la Manicouagan était nettement désavantagée par rapport à d'autres régions qui, comme l'Abitibi, a une université, par exemple. Donc, la mission de la station Wapishka, c'est donc de stimuler l'acquisition, le partage, la diffusion du savoir scientifique et traditionnel donc par les activités de recherche sur le territoire, mais également là, de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes autochtones, en particulier
les Autochtones de Pessamit. On va en parler un peu plus tard sur de quelle façon là, ça peut se traduire à la station, cette mission-là, puis aussi favoriser l'occupation contemporaine du Nitassinan également. Je vais essayer de vous donner des exemples tangibles là, de l'application de cette mission-là sur notre territoire. Donc, pour vous mettre un peu dans le bain, pour ceux qui connaissent peut-être pas notre région, je vais vous présenter un petit vidéo qui faut que j'enlève ça, hein? Un petit vidéo qui explique, qui va montrer un peu le territoire de recherche de la station. C'est un drôle de setup, mais... Pas des réactions? Donc, ça vous donne un petit aperçu là, du territoire de recherche de la station. Mais ce que vous venez de voir dans la vidéo, c'est surtout les nouvelles infrastructures qui ont été déployées depuis l'hiver dernier. La station, comme je disais un peu plus tôt, était ouverte en 2016 dans des anciens camps miniers, prospecteurs, disons. Puis en 2017-2018, on a décidé de déployer des nouvelles infrastructures sur le site au bord du réservoir Manicouagan. Donc, c'est un site qui a été choisi en fonction là, des différents problématiques et enjeux au niveau du réservoir Manicouagan, mais également un site qui allait offrir une plus grande capacité, puis qui allait positionner la station Webshka dans un réseau de stations de recherche modernes avec des équipements intéressants là, pour accueillir les chercheurs. Donc, c'est une équipe de Pessamit, une équipe d'entrepreneurs de Pessamit et des travailleurs de Pessamit qui ont conçu la station, qui ont aménagé également le site de la station au niveau des coupes forestières. Donc, on voit ici des gens de Pessamit durant la construction. Ça, c'était l'hiver dernier. Donc, ça a été construit en l'espace de 3 mois, ce qui est quand même assez rapide là, au niveau de ce type d'infrastructure en région éloignée. Donc, ici, on peut voir à quoi ça ressemble aujourd'hui à l'intérieur. Par exemple, ça, c'est le salon qui peut se transformer en salle de conférence. Donc, la capacité de la station Webshka peut accueillir là, 23 personnes dans le bâtiment principal. Salle de conférence, service de restauration, Internet et accès à tout ce qui est, dans le fond, qui serait dans le confort de chez soi, disons, là, qui est en plein milieu de la forêt boréale. Là. Donc, comme je disais, bâtiment principal ici sur le site de la station. On a des dortoirs qui, éventuellement, on aimerait souhaiter qui se transforment peut-être en laboratoire plus permanent à l'écart là, du bâtiment principal. On a des chalets. On a aussi un chalet qui est dédié aux agents territoriaux de Pessamit, que je vais vous en parler un petit peu plus tard de leur rôle à la station. Donc également ici sur le site de la station, on a un héliport et un garage qui peut accueillir des hélicoptères, mais qui peut aussi faire office là, de base de ravitaillement pour les hélicoptères, puis une rampe de mise à l'eau pour l'accès au réservoir.
Donc, c'est ça que ça donne. Également, au niveau logistique, la station est accessible par la route 389 à partir de Bécomo. Comme je disais, accessible par hélicoptère, mais pour des chercheurs internationaux, peut être accessible également par l'aéroport à Pointe-le-Bel, près de Bécomo. Donc, ça, c'est la ligne la plus droite que vous allez trouver sur la 389, pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais également, sur le site de la station, on peut aussi offrir des services de location de Zodiac pour accéder au réservoir, pas au réservoir, mais à l'île René-Levasseur plus facilement. Donc, l'héliport dont je vous parlais, donc cet hélicoptère-là, en fait, pardon. Je reviens. L'hélicoptère, dans le fond, c'est un mode de transport qui peut, en fait, définir notre rayon d'action en tant que station de recherche sur le territoire. Donc, notre territoire de recherche environ, on estime qu'il est à peu près à vol d'oiseau, à peu près à 130 km autour de la station, ce qui donne, en termes de rayon d'action, je vais essayer de trouver le pointeur. Donc, ça nous permet d'accéder à tous les secteurs aux environs là, du réservoir Manicouagan. Pour avoir assez de carburant pour aller faire l'aller-retour entre la station puis les différents secteurs d'intérêt. Également, vous pouvez voir sur cette carte-là que le secteur de recherche de la station Wapishka est un secteur assez diversifié. On y retrouve plusieurs activités humaines, des perturbations anthropiques, des perturbations naturelles, mais également des sites exceptionnels qui ont été préservés. Donc, sur l'île René-Levasseur, juste ici, vous avez la réserve écologique Louis Babel, qui est une réserve écologique à protection stricte, catégorie 1A de l'Union internationale de conservation de la nature. Vous avez également, sur l'île René-Levasseur, la réserve de biodiversité de la météorite, catégorie 2 de l'IUCN. Puis également, l'aire protégée qui nous concerne le plus là, pour la station Wapishka et la réserve de biodiversité Wapishka, qui est dans le fond, qui protège une partie du massif des Monts Gros. Mais également sur le territoire de recherche de la station Wapishka, on a des opérations forestières. On a également des opérations minières avec le développement de Messine Graphite du projet du lac Guéret. Mais on a aussi également des anciens sites miniers qu'on tente de restaurer, mais on a l'ancienne mine de Gagnon qui est, s'il y a des gens qui ont déjà eu la chance d'y aller, qui est un site assez impressionnant de ce qui a été fait dans le passé au niveau minier, puis qu'on essaie qu'il y a des projets de recherche en ce moment qui essaient de voir comment revitaliser, par exemple, des stériles de résidus miniers. Donc, c'est un tour d'horizon de ce qui peut être possible en termes de recherche, mais également, c'est pas les simples aires protégées qui sont dans le secteur. En ce moment, le ministère de l'Environnement est en processus de création d'une grande aire protégée du caribou forestier qui va permettre de réunir plusieurs aires protégées qui sont déjà actives là, dans ce secteur-là, mais qui va pouvoir créer un morceau plus intéressant de territoire là, pour la protection du caribou. Ça s'insère également là, dans la stratégie du gouvernement pour la protection du caribou. Comme je disais, c'est un territoire, le territoire de la station, c'est un territoire assez diversifié. Donc oui, on avait le caribou, mais on a des activités forestières qui caractérisent beaucoup le territoire de la Manicouagan, des activités minières, forestières, bien sûr des activités hydroélectriques. Le barrage Daniel Johnson à Manic 5 qui est un passage obligé quand on va à la station et le résultat aussi de l'inondation du réservoir Manicouagan. J'aime bien montrer cette carte-là qui montre le territoire, le cratère avant l'inondation. Donc, à ce qu'on m'a déjà dit, si on allait en sous-marin dans le réservoir Manicouagan, on verrait une forêt d'épinettes à certains endroits qui sont encore debout. Il y a des chercheurs, des fois, en dendrochronologie, qui sont venus prendre des relevés de ces forêts-là qui sont sous l'eau
pas si longtemps. Donc, de façon un peu plus, disons, embarquons dans la dynamique forestière un peu plus académique. Donc, la station se trouve là, dans la Pessière à Mousse, dans le domaine climatique de la Pessière à Mousse. Mais c'est un endroit où qu'on peut trouver, qui est caractérisé par plusieurs types d'écosystèmes. Donc, les monts Grou, en particulier, offrent plusieurs types d'écosystèmes dans un endroit assez restreint, ce qui en fait un lieu assez unique. Donc, on peut passer d'une forêt de résineux dans le secteur de la station, près du réservoir, à des landes boisées plus en altitude, des landes arctiques alpines dépasser les 700 mètres, des Krummholz, puis des landes boisées de plateau. Donc, quand je vous parlais plus tôt là, de la réserve de biodiversité Wapishka, elle protège essentiellement ces types d'environnements-là qui sont assez intéressants parce que chaque type, que ce soit forêt résineuse, landes boisées, etc., renferme des écosystèmes propres à chacun qui caractérisent là, vraiment bien le site exceptionnel là, des Monts Grou. Donc, ici, on a un exemple de ce qu'on peut trouver là, en termes de paysages au sommet des Monts Grou, des paysages qui sont fragiles, qui sont assez uniques également. Donc ici, on a une carte qui représente encore une fois dans la même optique là, que je parlais précédemment, de la diversité du territoire de recherche de la station, où qu'on va retrouver plusieurs landes à lichen en jaune sur la carte, un territoire qui est en majorité peuplé là, de résineux, mais également qu'il y a eu des perturbations anthropiques au niveau forestier, des coupes forestières plus au sud ici, que ce soit également des feux de forêt. Donc, c'est un site qui offre plusieurs potentiels là, au niveau des études en sciences forestières. Également, le site des Monts Grou est un site qui gagne en popularité. On m'a justement dit qu'il y avait des étudiants à l'Université Laval maintenant qui se penchaient sur cette région-là, mais c'est effectivement une problématique ou une préoccupation en fait que les gens du milieu ont par rapport aux Monts Grou, qui deviennent de plus en plus populaires, que des activités maintenant, que ce soit des activités motorisées, des activités non motorisées dans les Monts Grou qui font en sorte qu'il peut y avoir des potentiels de conflits d'usage, mais également des dommages sur les milieux fragiles en altitude. Pour illustrer un peu ces conflits d'usage-là qui nous préoccupent, surtout à la réserve de la biosphère, puis pour le Conseil des Inuits de Pessamit, c'est les enjeux liés à la pratique de la motoneige dans les Monts Grou. La réserve de biosphère Manicouagan-Wapishka administre ou gère un comité de gestion Wapishka avec le ministère de l'Environnement afin d'encadrer les pratiques au sein de cette aire protégée-là. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte ici, on voit une carte là, de la réserve de biodiversité Wapishka. Puis, ce qu'on voit ici plus en pâle, c'est la zone d'accès qui est autorisée pour la pratique de la motoneige, pratique qui est encadrée depuis 2013. Puis, il y a différents accès pour accéder au massif. Puis, pardon. Pour illustrer comment que la station est venue contribuer, par exemple, à la gestion du massif, il y a eu des inventaires qui ont été faits par hélicoptère cet été, des inventaires au niveau d'occurrences d'espèces sensibles dans le massif. Puis le ministère de l'Environnement a découvert des occurrences d'espèces rares et à statut, et notamment des espèces calcicoles en jaune ici. Puis avec ces informations-là, on a pu les intégrer à nos outils au sein du comité de gestion afin d'adapter le protocole d'encadrement de la motoneige dans les Monts Grou.
Donc, on le sait que la motoneige peut avoir des effets sur la compaction de la neige, par exemple, ce qui va avoir un effet sur les plantes présentes dans le massif et le temps d'ensoleillement qu'ils vont avoir pour grandir durant l'été. Donc, par exemple, les plantes qui ont été découvertes cet été sont les draves glabres, des saxifrages et des carex. Je ne suis pas biologiste, mais je peux vous confirmer que c'est ces plantes-là qui ont été découvertes. Puis, vous voyez ici le protocole d'encadrement de la motoneige pour l'hiver dernier. Donc, avec ces nouvelles données-là qui ont été générées dans le massif, bon, on a adapté le protocole, puis il y a des secteurs maintenant qui sont interdits. Donc, justement, je vous parlais d'acquisition de connaissances. Cette acquisition de connaissances-là nous permet de prendre des décisions sur les enjeux qui sont dans le massif. Donc, on a déjà, en un an ou presque, des résultats concrets de la pertinence d'avoir une station de recherche sur le territoire qui n'était pas desservie avant. Donc, continuons sur le thème de la recherche. Depuis sa création, en fait, la station Wapishka a su capitaliser sur des partenariats de recherche qui sont solides avec le milieu. Un des premiers partenariats qui a récemment reçu des succès, c'est le partenariat avec le CITEC, qui est un consortium en innovation, technologie et énergie, un consortium de la Côte-Nord, qui est formé de groupes d'ingénieurs et services conseils. Puis, ce groupe d'ingénieurs a conçu le système d'alimentation en énergie renouvelable de la station Wapishka. Un système qui est assez particulier, vu que c'est un système hybride avec de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et de la biomasse forestière, en plus de la génératrice, là, disons, plus classique qu'on a. Une des innovations particulières que le consortium a pu faire, c'est développer une éolienne qui est adaptée au milieu isolé nordique. Donc, que ce soit pour des pourvoiries, que ce soit des stations de recherche en milieu isolé. Ce consortium-là a développé un mât qui est capable d'être transporté sur un VTT, par exemple, sur une motoneige, en avion, en hydravion. Puis, c'est un mât rotatif qui permet de s'adapter en fonction du soleil. Puis, la station, simplement en ayant ces types d'infrastructures-là, ces types d'équipements, d'expérimentation-là, développe, en fait, fait de la recherche juste en ayant cet équipement-là qui, ultimement, pourra être commercialisé dans des lieux similaires à la station Wapishka. Puis, un des éléments les plus particuliers de ce nouveau système d'approvisionnement énergétique-là, c'est son système électronique qui permet de gérer à distance à partir des bureaux des ingénieurs à Bécomo. Okay. Donc, à partir des bureaux de Bécomo, les ingénieurs peuvent voir la consommation de la station, peuvent ajuster les différents paramètres en fonction de la consommation, puis aussi en fonction de l'énergie qui est produite par le vent puis par le soleil, là, dépendamment des conditions météorologiques. Donc, ultimement, il y aurait un deuxième volet à ce projet de recherche-là qui est d'avoir, une intelligence artificielle qui va pouvoir ajuster automatiquement le système d'alimentation en fonction de la production d'énergie. Donc, ce projet de recherche-là, ce partenariat-là, il y a quelques jours, a remporté là, le prix d'innovation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, c'est quand même un élément qu'on est très fiers. Donc, c'est le groupe TDA, le groupe d'ingénieurs qui a remporté ce prix-là. Puis, tout honnêtement, en un an d'avoir accompli ça, la station Wapishka en est très fière. Pour poursuivre sur les partenariats, un autre partenariat qu'on est très fiers également, c'est un partenariat qui a été conclu le printemps dernier entre l'Institut nordique du Québec et l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR.
Ce partenariat-là visait et vise toujours à mettre en œuvre une programmation de recherche à long terme à la station Wapishka. Donc, il y a eu déjà les premières rencontres du comité de développement de la recherche. C'est une programmation de recherche qui va mettre de l'avant les enjeux nordiques au niveau des changements climatiques, la protection de la biodiversité. La programmation n'est pas encore faite, est en cours d'élaboration, mais déjà on a eu de l'intérêt de la part de l'équipe de recherche de Martin-Hugues Saint-Laurent au niveau du Caribou, qui va en faire des projets de recherche dès cet hiver, mais également de l'équipe de Guillaume Lafontaine à l'UQAR. Donc c'est encore en développement, mais c'est un accord qu'on est très fiers. Puis on travaille à développer une programmation à long terme pour la station qui va générer de l'activité puis faire des suivis à long terme sur le territoire. Un autre partenariat qui est assez intéressant également, puis je voulais le pointer ici devant un monde de chercheurs. La station Wapishka fait partie du regroupement de stations de recherche Interact, qui est un regroupement de recherche de stations de recherche circumpolaires. Donc, la station Wapishka s'insère dans ce réseau-là. Puis, il y a un élément intéressant dans lequel la station a appliqué pour un appel de fonds de l'Union européenne 2020-2024. Puis, ce qui est intéressant, c'est pour les chercheurs qui souhaiteraient développer des projets à la station, c'est que des fonds peuvent être rendus disponibles, qui s'appelle Transnational Access. Dans le fond, c'est des fonds qui peuvent être octroyés à des chercheurs étrangers qui pourraient être payés pour venir faire de la recherche à la station Wapishka. Donc, c'est un aspect intéressant en termes de développement des capacités, développement de recherche et de sources de financement. Donc, s'il y avait de l'expertise à aller chercher à l'étranger, dans votre projet de recherche que vous viendrez faire à la station, ça peut être un levier intéressant. Donc, ça résume un peu le côté partenariat. Sinon, revenons un peu à la mission de base de la station. Un des volets que je vous parlais tantôt, c'est l'insertion socio-professionnelle des Autochtones. Donc oui, la station Wapishka, dans ce créneau-là, au niveau de l'insertion socio-professionnelle, accueille là, depuis son début, depuis 2016, des jeunes de Pessamit qui ont des parcours plus difficiles. C'est le programme Wetshu, qui veut dire en Innu donner les outils. Donc, c'est des gens qui vont venir passer quelques mois à la station pour se familiariser avec le monde du tourisme, avec le monde de la recherche, puis également toutes les activités qui sont liées à l'entretien et l'opération de la station Wapishka. Donc ici, on a Anthony qui a commencé, Anthony Bacon qui a commencé comme par le programme Wetshu, mais qui est devenu un de nos employés. Ceux qui sont déjà allés à la station Wapishka l'ont sûrement déjà rencontré. Puis je voulais vous montrer un petit vidéo qui est tiré d'un documentaire qui va être passé en 2020, un documentaire Nature en équilibre qui parle là, du programme Wetshu, mais aussi comment ça se traduit pour les jeunes. C'est mon but d'amener les jeunes Innu sur le territoire. Venir aujourd'hui, parce que le problème chez nous jeunes autochtones, c'est la confiance. Ils n'ont pas confiance. Ces 4 jeunes qui travaillent à la station, ils touchent un peu à tout. On les responsabilise. Avant, c'était pas social. J'avais peur de parler du monde que je connais pas. Puis là, il faut que je parle au monde que je connais pas. Ça m'a vraiment aidé de ce côté-là social. Vous voyez, c'est l'ancienne station. Quand je suis arrivé ici, je les voyais cuisiner, puis je lui disais, j'aimerais ça cuisiner avec vous. C'est là que c'est venu, puis quand je cuisine avec eux autres, j'aime vraiment ça. Je veux être cuisinier.
travaille ici, ça fait 2 ans. J'ai pu apprendre à me connaître un peu plus. J'aime vraiment ça, être dans le bois. J'aime la nature. Je travaille tout le temps dehors. C'est ce qui me passionne. J'aimerais continuer là-dedans, travailler dans le bois. Donc, également, pour mettre juste un peu plus de contexte sur le programme Wet'suit, c'est un programme qu'on essaye de faire à chaque année, des années. Puis, dans une optique de développement, on aimerait également là, éventuellement avoir des assistants de recherche qui viennent de Pessamit, puis développer la capacité des jeunes à apprendre, puis à aller peut-être plus loin dans les études supérieures. Donc, c'est un élément qu'on travaille, puis qu'on est très fiers aussi là, au niveau de l'insertion socio-professionnelle des jeunes à Pessamit. Mais également, la station Wapishka, dans sa mission, a un volet favoriser l'occupation contemporaine du territoire. Puis le Nitassinan comme je disais tantôt, c'est un grand territoire, un vaste territoire, puis qui est occupé depuis longtemps, bien avant l'arrivée des Européens, par les Inuits. Donc, à l'époque, les Inuits remontaient la rivière Manicouagan pour l'hiver. Donc, quelques images ici là, des archives de Pessamit. Puis, mais aujourd'hui, quand on parle d'occupation contemporaine du Nitassinan, c'est un site de prédilection pour les gens de Pessamit. Ici, on voit des chapoutoines qui ont été aménagés sur le terrain de la station. Mais c'est un lieu aussi de rencontre pour les gens de Pessamit. Puis, un des éléments qu'on est très fiers, puis je fais un parallèle avec ce que je vous racontais tantôt par rapport à l'activité de motoneige dans les Monts-Groupes, c'est le partenariat qui a été fait pour la surveillance du massif des Monts-Groupes par les agents territoriaux de Pessamit, qui, depuis l'hiver dernier, ont le mandat du ministère de l'Environnement, un mandat de surveillance des activités de motoneige pour que les activités de motoneige soient respectées, puis les territoires, les zones d'autorisation soient respectées. Donc, ici, on voit les deux agents territoriaux, Benoît puis Jérôme. Puis, je vais vous montrer une autre vidéo qui exprime bien cette facette-là de l'occupation du territoire que la station de Wapishka est capable d'accomplir là, au travers son mandat. Des Autochtones de Pessamit qui surveillent le territoire, des agents autochtones qui viennent ici à la station, puis ils surveillent le territoire. Notre rôle ici, c'est on patrouille le territoire. Il faut protéger ces places-là pour la flore, la biodiversité qu'il y a là, qui est unique au monde. On sait, comment je dirais ça, il y a eu un manquement dans une génération antérieure qui ont été pris du territoire. Mais, fait qu'on est revenu, on se réapproprie notre territoire qu'on n'a jamais cédé à personne. Tranquillement, peu à peu, on se réétablit sur notre territoire. La station est un pont entre nos communautés, sur lequel on peut déployer des projets de plus en plus ambitieux dans le quotidien, au niveau de nos organisations, puis au niveau du développement qu'on veut pour notre région. Mon plus grand rêve, la station est là qu'on continue. Je trouve que la station a un grand potentiel. C'est important qu'il soit ici parce que c'est un territoire ancestral. On espère pas le perdre un jour. Voilà. Donc, pour essayer de conclure,
la station Wapishka, c'est un pont entre nos communautés puis la communauté Innu de Pessamit. C'est un partenariat qui se veut dans la foulée de la réconciliation, là, promouvoir les liens là, entre les gens de la Manicouagan si je reviens un peu au début de la présentation, au niveau du mandat de l'UNESCO, la station Wapishka se positionne là, dans le développement de la recherche comme étant une façon, pouvant contribuer, la recherche pourra contribuer d'une façon à répondre aux objectifs de développement durable. En fait, la station Wapishka tente de se positionner avec les chercheurs pour répondre aux agendas de l'UNESCO, mais répondre aussi à l'agenda au niveau des besoins de recherche de Pessamit, puis de répondre, par exemple, aux objectifs de développement durable. Ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est très exhaustif, mais on est dans cette perspective-là de développer des partenariats, puis de cette façon-là de pouvoir répondre aux besoins du milieu avec Pessamit, puis la réserve de biosphère. Donc, ça résume un peu le message que je voulais vous laisser. J'imagine que vous avez des questions. J'espère, les étudiants de l'Université Laval en avant. Donc, je reste disponible. Je ne sais pas comment, Pierre, vous voulez fonctionner, mais pour les gens en ligne, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Alors, merci Guillaume. Je suis Pierre Godbout. Je vais animer la période de questions. Dû à un problème technique de son, pour les régions, vous devrez utiliser la boîte de chat là, de WebEx pour poser une question. On vous demande à la fin de votre question d'écrire votre nom puis le nom de votre organisation. Pour les participants en salle, je vais vous donner le micro-casque également, parce qu'on n'a pas de son dans la salle, afin que tous les gens en région puissent comprendre votre question. Puis je vais vous inviter à poser votre question le moment venu. Je vous demande également de donner votre nom puis le nom de l'organisation que vous représentez. Y a-t-il des questions en salle? Et si oui, vous devrez attendre d'avoir le micro-casque, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Bonjour, merci pour la présentation. Mon nom, c'est Jean-Martin Lucier, je suis du Service canadien des forêts. Je veux savoir, est-ce qu'il y a présentement des projets de recherche qui sont initiés par la communauté de Pessamit, puis c'est oui lesquels? Donc, oui, il y a des projets qui sont initiés par le territoire et ressources, là, le département de territoire et ressources à Pessamit. Essentiellement, les projets de recherche qui sont générés de ce côté-là se font pas nécessairement directement à la station. Je pense surtout, disons, le projet Caribou au niveau du Pic Morgan. Ça, c'est un projet qui est mené du côté territoire et ressources dans ce secteur-là, mais qui n'est pas dans le territoire de recherche de la station Wapishka. Donc, Territoire et ressources a d'autres projets également, par exemple sur la faune du Nitassinan qui a été fait avec Nature Québec également, mais ces projets de recherche-là se font du côté de Pessamit. La station Wapishka essaie de développer des projets de recherche dans le territoire de recherche de la station Wapishka, donc tout ce qui est autour du réservoir Manicouagan, puis également autour, spécifiquement dans les Monts-Groux, là où on a beaucoup de besoins en ce moment au niveau de la recherche. Je ne sais pas si ça répondait. Salut, David Gervais au CFL. Faut que je pèse sur le bouton? Pèse pas sur le bouton. Moi, ma question, c'était, je pense que vous avez deux volets, volet tourisme, volet recherche. Comment est-ce que vous alliez les deux? Y a-t-il une possibilité un jour où est-ce que les chercheurs vont vouloir loger à la station, puis finalement, il y a trop de touristes? Comment vous allez gérer ça?
Effectivement, très bonne question. J'ai peut-être trop orienté ma présentation au niveau recherche, là, étant donné le public, mais oui, la station Wapishka, c'est une station de recherche et d'écotourisme. Donc, les touristes qui viennent à la station, dans le meilleur des mondes, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'ils puissent comprendre, peut-être même éventuellement participer à des cueillettes de données ou on avait pensé à un projet là, de participation citoyenne dans ce sens-là récemment. Mais ce qui est prioritaire, c'est la recherche. Puis on essaye de développer des mécanismes en ce moment pour justement qu'il n'y ait pas de conflit entre la présence de chercheurs puis la présence de touristes, mais qu'il y ait un accès prioritaire aux chercheurs qui soit planifié de façon à ne pas que les deux types d'utilisateurs se confrontent. Mais on va essayer justement de développer un mécanisme qui va faire en sorte que les chercheurs, quand ils veulent venir à la station, aient toujours leur place. Je rappelle aux gens en région, si vous avez une question, vous pouvez utiliser la boîte de chat en l'activant, en posant sur le chat et poser votre question par écrit. Jean-Pierre Landry, ingénieur forestier à la retraite depuis quelques années. Je connais bien le milieu. J'ai vécu dans la région. J'aurais une question. Est-ce que votre organisme a des contacts avec le milieu scolaire sur la réserve pour qu'on intègre votre objectif à court et à long terme avec le milieu scolaire primaire et secondaire pour qu'on développe dès le jeune âge ce que vous voulez faire? Oui, merci. Très bonne question. Au niveau, vous parlez, je pense, au niveau de PSAMID, au niveau scolaire à PSAMID. Nos intervenants avec qui on collabore, par exemple pour le programme WESHU, sont issus de PSAMID, travaillent à PSAMID. Si je me rappelle bien, c'est au centre local de l'emploi. Je n'ai peut-être pas le bon nom, mais donc oui, votre question était pour le milieu scolaire exactement. On n'a pas de lien direct encore, mais on ose croire qu'avec notre dialogue avec PSAMID, ça puisse se faire, mais on a des groupes d'étudiants de PSAMID qui sont déjà venus à la station. Est-ce qu'il pourrait avoir, par exemple, des liens plus permanents, disons, de collaboration? Oui, je pense qu'on veut aller dans ce sens-là. Faut pas oublier que la station Wapishka est une très jeune organisation, donc ça fait 1 an qu'on a ces nouvelles infrastructures-là. Ça fait depuis 2016 là, qu'on est ouvert, mais de par ses associés, la réserve de la biosphère, de par le Conseil des Inuits PSAMID, on est en lien hebdomadaire, disons, là, avec le cégep de Bécomo, avec les écoles secondaires, la commission scolaire. Donc, on est très ancré là, dans le milieu pour avoir ce type de collaboration-là avec le milieu éducatif. Oui, Vincent Gagné, je suis étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. On sait que la motoneige, puis en fait les engins motorisés, puis le tourisme non motorisé, il y a un conflit d'usage entre les deux. Puis là, présentement, les deux ont lieu dans la réserve de biodiversité. Mais la réserve de biodiversité de Wapishka représente 1/3 des Monts-Gros, qui est 5000 km². Puis dans nos recherches, on avait vu qu'il y avait un itinéraire alternatif qui était proposé pour envoyer les engins motorisés à l'est. On en est où avec ça? Excellente question. Parce que faut, je pense, mettre un peu plus de contexte à cette question-là. Disons, le comité de gestion duquel je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est un comité de gestion qui a été mis en place en 2013. Un comité de gestion qui a été mis en place en raison de l'anarchie qui régnait dans ce secteur-là, des Monts-Gros, au niveau de la pratique de la motoneige. Donc, on parlait d'une pratique de la motoneige qui n'était pas encadrée,
pas surveillée, qui se faisait aussi bien dans l'aire protégée de la réserve de biodiversité Wapishka qu'à l'extérieur là, de l'aire protégée. Donc, ça faisait en sorte que il y avait pas d'encadrement. Ce qui est arrivé là, en 2013, c'est la réserve de la biosphère a assis autour d'une même table les motoneigistes, les groupes environnementaux, les gens du gouvernement et les autres acteurs de la réserve de biodiversité. Puis, on a développé un protocole avec les motoneigistes pour encadrer la pratique. Maintenant, aujourd'hui, là, on parle même, on parle de quotas. Donc, on ne peut pas avoir plus que 24 motoneigistes par jour dans le massif. Ce qui fait en sorte que on est parti d'une situation où c'était l'anarchie à une situation qui est encadrée, qui est faite dans l'optique de ne pas avoir d'impact sur le milieu, avec 24 motoneigistes, par exemple, là, par jour. Donc, là, ça, c'est pour la réserve de biodiversité. Encore, là, à l'extérieur du massif, c'est pas une aire protégée, donc les motoneigistes ont accès. Mais en termes d'expérience, quand on parle plus au niveau touristique, les motoneigistes se disent très satisfaits de cette approche-là. Donc, on est passé de motoneigistes réfractaires qui ne voulaient pas respecter les règles à des motoneigistes qui sont contents de l'implantation de ces règles-là parce que leur expérience en est plus intéressante. Puis, également, là, on peut développer des projets de recherche pour voir l'impact du bruit, l'impact sur la neige, la végétation, etc., en ayant justement un encadrement pour voir c'est quoi les impacts de la motoneige. Est-ce que ça répond à la question? Autre question? Donc, pas de questions en région, pas d'autres questions en salle. Alors, excusez. C'était long à écrire, c'est pour ça. Alors, je vais la lire. Bonjour, nous sommes deux ici à la TUC, Gérald Ottawa et Laurie Camiran Lemire. On représente actuellement le Conseil de la Nation Atikamekw. Nous travaillons actuellement autour du projet Masco-Simakanik-Aski. Masco-Simakanik est un territoire ancestral familial et une réserve de biodiversité a été créée sur une partie de ce territoire depuis 2007. Nous travaillons actuellement à concevoir des modèles de collaboration pour la gestion du territoire à ce sujet. Nous aurions deux questions pour avoir davantage d'informations sur vos modes de collaboration avec le Conseil de Pessamit, mais aussi avec les structures traditionnelles. Premièrement, on aurait voulu avoir plus d'informations sur le type de tourisme sur Wapishka. Est-ce que c'est un tourisme, disons, ethno-culturel? Donc, merci de la question. Je vois plusieurs questions dans tout ça. Je pense que la première pour répondre sur le mode de collaboration, partenariat, dans le fond, la station Wapishka est une société en nom collectif, donc une organisation à but lucratif qui est composée de deux partenaires à but non lucratif, là, donc la réserve de la biosphère et le Conseil des Inuits de Pessamit. Donc, en termes plus pratiques, disons, de collaboration, on a sur le conseil d'administration des gens autant du Conseil des Inuits que de la RMBMU, de la réserve de biosphère. Donc, c'est un mode de collaboration, je dirais, plus basé sur les relations humaines que sur un protocole très rigide. Donc, quand ils veulent, les gens de Pessamit rentrent dans nos bureaux, puis c'est la même chose quand on va à Pessamit, là, c'est une relation comme ça qui s'est développée. Je ne sais pas si c'était vers là que la question s'enlignait. Sinon, pour répondre au type de touristes qu'on a, on a, disons, une clientèle durant l'hiver qui est plus axée motoneige, là. Donc, les motoneigistes viennent à la station Wapishka là, pour justement être encadrés avec un service de guide, etc. Puis, l'autre type de clientèle touristique, on parle plus de gens qui vont aller faire de la randonnée, des gens qui vont aller sur le réservoir en kayak, puis aussi la clientèle de chasse et pêche durant les saisons de chasse et pêche. Je ne sais pas est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vous allez. Alors, pour la deuxième question, comment les recherches s'agencent avec les connaissances territoriales des Inuits
et aussi en rapport à leur considération sur l'environnement? En fait, pour s'assurer que ces éléments-là soient respectés dans le développement de la recherche, on implique les gens de PSAMIT tout simplement. Je n'ai pas d'exemple concret de cas à l'instant, parce qu'on est encore en phase de développement de la recherche, mais de par la nature, la station Wapichka, c'est des éléments comme ce que je présentais un peu plus tôt là, au niveau des valeurs associées à la forêt et la vision d'Unitassinan, la vision de développement d'Unitassinan qui a été faite déjà, des travaux qui ont été faits. Là, je regarde Patrice Bellefleur ici, mais je pense aussi à Marie-Hélène Rousseau là, à Territoire et Ressources à PSAMIT. C'est les gens avec qui on collabore du côté du Conseil des Inuits pour s'assurer que les projets de recherche respectent la vision d'Unitassinan des Inuits à PSAMIT. Donc, il vous remercie. Pas d'autres questions en salle? Toujours pas de questions? Et là, j'en vois pas qui apparaît en région. Donc, merci Guillaume pour ta présentation. Station Wapichka, partenaire de recherche au cœur du Nitassinan. Merci à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 5 décembre et qui s'intitule Arbres, sciences et rock'n'roll. Le conférencier sera Jérôme Duprat, professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Merci à tous de votre participation et bonne fin de journée.